Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'AGGSP, ça faisait très longtemps, sur la démocratie directe et représentative. Si la démocratie est aujourd'hui un régime et un idéal répandu dans le monde entier, elle est longtemps restée une exception et a eu très mauvaise presse chez les penseurs. Après les grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle, le principe de souveraineté populaire et des élections s'impose, mais la nouvelle démocratie sera représentative. Les régimes mis en place en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis deviennent un objet de réflexion pour des hommes qui sont à la fois des acteurs politiques et les premiers tenants de la séance politique. Voyons dans une première partie les définitions. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie directe? La démocratie directe, c'est un régime politique dans lequel les citoyens exercent directement le pouvoir sans représentants. Alors, il existe très peu de cas de démocratie directe dans l'histoire. Le régime mis en place à Athènes au 5e siècle avant notre ère est donc un moment fondateur. Le régime a d'ailleurs une mauvaise réputation chez les penseurs comme Aristote ou Platon qui lui préfèrent la monarchie. Donc un régime où l'État est dirigé par un monarque, le roi. Platon dénonce d'ailleurs ce régime où triomphent les rhéteurs, les démagogues et les sophistes qui utilisent les passions du peuple pour imposer leur pouvoir et leurs ambitions personnelles. À l'époque moderne, les cas de démocratie directe coïncident généralement avec des épisodes révolutionnaires comme la Révolution française ou la Commune de Paris. Le terme démocrate est d'ailleurs très longtemps resté un terme péjoratif, synonyme de révolutionnaire. Aujourd'hui, on peut citer la Suisse avec le système de votation qui permet à la population de s'exprimer sur des questions concrètes et également la pratique du référendum et des pétitions. Qu'est-ce que la démocratie représentative? La démocratie représentative, c'est un régime politique dans lequel les citoyens confient à des représentants le soin de voter pour le peuple ou la nation. Et c'est souvent une assemblée dans laquelle on peut retrouver ces représentants. Pour des raisons liées d'abord à la taille des États modernes et au poids du nombre, donc quand je parle du poids du nombre, je parle de la population globale, des gouvernements représentatifs se mettent en place au début du XIXe siècle. Le terme de gouvernement est d'ailleurs préféré à celui de démocratie, car celle-ci reste synonyme de démocratie directe. Pour la plupart des philosophes des Lumières, les masses sont incapables de se gouverner elles-mêmes. C'est un trait du libéralisme politique du XIXe siècle. Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville défendent donc un gouvernement représentatif et pensent qu'il faudra une éducation du peuple pour qu'il soit apte à la chose politique. Ainsi, la démocratie gagne une dimension supplémentaire. Elle ne se limite plus à un régime, mais devient un processus. Elle est donc en constante évolution. Voyons maintenant dans une deuxième partie l'exemple d'une démocratie directe mais limitée, la démocratie athénienne. Athènes est une des nombreuses cités grecques, mais s'impose comme la plus grande puissance du monde grec entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Cet apogée politique s'accompagne d'un régime original, la démocratie. Tandis que la plupart des cités grecques confient le pouvoir à un seul homme ou à un groupe très restreint, les Athéniens mettent le démos, c'est-à-dire le peuple, et le citoyen au cœur du système politique. Ce régime est cependant très éphémère. Il s'étend sur à peine plus d'un siècle dans un contexte de guerre entre Athènes et ses rivaux, l'Empire perse d'abord, puis Sparte lors de la guerre du Péloponnèse. Cette démocratie directe s'est construite par étapes. Son organisation est mûrement réfléchie. Même si elle comporte quelques limites, elle fonde un vocabulaire et des principes et des pratiques qui vont inspirer les démocraties modernes. Pour bien comprendre cette construction, il est nécessaire de revenir chronologiquement sur celle-ci. Et il nous faut parler de Solon. Alors Solon, c'est un homme qui va poser la première pierre de la démocratie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il abolit l'esclavage pour dette, ce qui contribue à mieux définir le statut de citoyen, qui malgré sa pauvreté reste un homme libre. Il classe les citoyens d'Athènes en 4 classes censitaires, à une période où les inégalités sociales et politiques se font fortes. Les réformes de Clisthène en 508 avant Jésus-Christ sont l'étape majeure de fondation de la démocratie. Celle-ci repose tout d'abord sur la participation directe du peuple à l'élaboration de la loi, avec la création de la boulée. Il assure le brassage de la population et fonde l'égalité. Les élites d'Athènes et les hommes du peuple sont mélangés dans le cadre de tribus qui ont un rôle fondamental dans la vie civique. Ils sont traités et jugés de la même façon, c'est ce qu'on appelle l'isonomie.
Comme la vie politique est fondée sur la proposition et le débat, l'égalité dans le droit et la parole est assurée à tous. C'est l'iségorie. Isonomie et iségorie sont deux thèmes essentiels à bien connaître. On considère que le système démocratique atteint son apogée sous Périclès dans les années 430 avant Jésus-Christ. Il réduit le nombre de citoyens et crée une indemnité journalière, le mistos, qui permet de libérer les citoyens les plus modestes de leurs activités professionnelles pour venir siéger dans les institutions. Alors justement, penchons-nous un peu sur ces institutions. L'Assemblée des citoyens, qu'on appelle l'Ecclésia, réunit théoriquement tous les citoyens, et ils sont environ 6000. Les citoyens y discutent, délibèrent, votent les lois et la guerre. Ils participent également à l'exercice de la justice dans le cadre de l'élié, en se prononçant pour la condamnation ou l'acquittement. Le système du vote, tant pour la loi que pour les sentences, est donc au cœur de la vie des Athéniens. Le citoyen est donc particulièrement actif. C'est d'ailleurs dans les faits un véritable métier plus qu'un simple statut. C'est avant tout un soldat qui obtient pleinement son droit de cité après un service militaire de 2 ans, qu'on appelle l'éphébie. La démocratie athénienne place la connaissance du droit au cœur de la citoyenneté. Les décrets étaient affichés dans les lieux stratégiques pour être mis à la vue de tous, ce qui présuppose déjà un degré important d'alphabétisation. Le système a quelques garde-fous contre la personnalisation du pouvoir et le risque de dérive monarchique ou tyrannique. On a par exemple le mandat annuel à la fin duquel le magistrat est soumis à une reddition de comptes. Les citoyens peuvent révoquer un magistrat au cours de son mandat. Il faut aussi parler de l'ostracisme. Les citoyens peuvent inscrire sur une pièce de poterie le nom de 2 citoyens jugés dangereux pour la démocratie et les exiler pour 10 ans. Clisthène a prévu un système de tirage au sort pour l'accès à 2 institutions essentielles, la boulée et l'ailier. Ce système assure une égalité des chances totale entre les citoyens pour l'accès à des fonctions déterminantes. Il présuppose que tous les citoyens ont les capacités intellectuelles d'assumer de telles fonctions. Dans les faits, il existe quelques aspects de la démocratie indirecte. Les stratèges, magistrats chargés de la guerre, sont élus et non tirés au sort en raison de compétences militaires et de moyens financiers importants. La fonction de stratège est très souvent réservée aux grandes familles athéniennes. Bien qu'elle accorde le pouvoir à la masse, dans l'esprit d'un homme du 5e siècle, la démocratie athénienne est en réalité le pouvoir d'une minorité. Les citoyens, c'est-à-dire les hommes de plus de 18 ans, ne représentent à peine plus de 10% de la population de l'Attique. Voyons maintenant dans une troisième partie, participer ou être représenté. Je reviens sur Benjamin Constant, qui est l'un des premiers à penser la démocratie qui prend forme au début du 19e siècle. Héritier des Lumières, il a aussi été le témoin de la Révolution française, dont il a constitué l'une des figures libérales. Son célèbre discours, qui est une comparaison entre le système démocratique de son temps et le système de l'Antiquité, est en réalité une synthèse philosophique et un programme de sciences politiques. Ce discours représente l'un des textes fondateurs de la pensée libérale en France. Il compare la liberté des anciens, celle des peuples de l'Antiquité, et surtout de la démocratie athénienne et celle des modernes, plus particulièrement la monarchie anglaise et la jeune république américaine. Dans la démocratie grecque, les citoyens s'occupaient des affaires politiques, mais n'avaient pas de liberté dans les rapports privés. Il propose d'inverser la logique. Pour mieux jouir de leurs droits privés, les citoyens modernes doivent déléguer le travail politique à des représentants, qu'on appellerait des députés. La démocratie représentative est alors préférable. Benjamin Constant est un fin connaisseur de l'histoire. C'est la démocratie athénienne qui est au cœur de sa démonstration. Il garde tout d'abord de la Révolution française le souvenir des excès de la terreur et de la tyrannie du peuple. Il associe Napoléon à la suppression des libertés politiques et économiques. En 1819, il est surtout un opposant à la Restauration, le régime mis en place par Louis XVIII en 1815. Il défend dans son discours l'idée d'une constitution en opposition à la charte, le texte concédé par le roi. Il prône surtout la consolidation des acquis de la Révolution et en premier lieu la liberté. Il y a un ouvrage qui est essentiel, et je vais terminer là-dessus, à lire si vous êtes en première et que vous souhaitez en apprendre davantage
sur justement cette démocratie représentative, c'est l'ouvrage justement de Benjamin Constant, de la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier. C'est un ouvrage qui vous apportera des éclaircissements et des précisions quant à la pensée de Benjamin Constant. Ça m'a fait très plaisir de faire une vidéo à GGSP et j'ai décidé que sur la chaîne YouTube, pendant un petit moment, on va refaire ensemble le programme, enfin le refaire, le continuer parce qu'on l'avait commencé et j'espère que ça vous aidera dans vos révisions. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.